Dear. Valid people. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle conférence de l'association Dear Valid People. Pour ceux qui ne connaissent pas l'asso, c'est une association qui a un an d'existence, qui milite pour la déconstruction du handicap et mettre en lumière la discrimination qui lui est liée, le validisme. Pour ça, on organise tous les mois des conférences. Ici à la Gazette Café, et maintenant depuis le début de l'année, on est aussi au Carrousel. Le but, c'est de mettre en avant des thématiques en lien avec le handicap tous les mois. Et ce mois-ci, la thématique, c'est les aidants. Les aidants et le handicap. Pour ça, j'ai deux invités avec moi qui prendront le temps de se présenter et de dire le lien qu'ils ont avec cette thématique. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette conférence est enregistrée. C'est pour ça que nous avons des micros et que nous allons bien parler dedans pour être sûr de bien capter. Et cette conférence est aussi interactive, c'est-à-dire que vous avez l'occasion de poser vos questions. Il y a Marie ici présente qui vous fera le plaisir de faire passer le micro. Et quand vous posez vos questions, elle là aussi, n'hésitez pas à bien parler dans le micro pour être sûr que ça passe à l'enregistrement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On peut commencer. Donc, je souhaite la bienvenue à mes invités de ce soir, donc Michael et Isabelle. Bonsoir Damien. Vous allez bien ? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter et pas en même temps, si possible? Je te laisse Isa. Ok, alors moi je suis la maman, une maman solo, donc d'une jeune femme de 23 ans qui a été diagnostiquée Parle bien dans le micro. En 2000, qui a été non. J'arrête de m'interrompre. Tu le mets là. Pardon. Tu le mets là, faut le mettre là. D'accord. Donc je reprends, je suis maman solo, donc d'une jeune femme de 23 ans qui a été diagnostiquée en 2013 d'une maladie neurodégénérative. Et du coup, voilà, je suis aidante familiale depuis, voilà, avec ses hauts et ses bas évidemment. Et elle est là, Anna. Et voilà. Anna qui est déjà venue à Dear Valid People, notamment pour parler d'adolescence, et un peu avant pour aussi parler d'amour. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça sur les plateformes de podcast et sur YouTube. On parlera un petit peu plus tard de cette position que tu as de maman, mais en même temps d'aidante. Qui, on verra, a ses avantages et ses inconvénients. Michael, est-ce que tu peux te présenter ? Donc bonjour à tous, moi je suis Michael, j'ai 37 ans et je suis une personne à mobilité réduite depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, mais j'ai vraiment besoin d'aide humaine depuis à peu près 7 ans. Et donc voilà, donc après ça s'est fait brutalement, donc on n'a pas eu le choix, on s'adapte. Oui, justement, tu nous as expliqué pendant la réunion de préparation à cette conférence que ça a été suite à une évolution dans ta pathologie, un accident qui a donné lieu à une obligation à passer par des aides de vie. C'est ça, c'est un mélange entre une pathologie et un accident de la vie. Une chute bête, comme toutes les chutes, qui ont fait que du coup la marche s'est fortement dégradée et qu'après pour tous les déplacements et pour
toute la partie mobilité a besoin d'un coup de main, quoi. Ok, donc toi, tu as la particularité de faire appel à des aidants familiaux aussi, mais à passer par un service prestataire surtout. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi un service prestataire? Parce qu'autant nous on sait, mais tout le monde ne sait pas forcément, notamment chez nos auditoristes. Et au final, comment ça se passe pour toi? Alors, un service prestataire, c'est une entreprise de service à la personne, donc qui emploie des aides à domicile, des auxiliaires de vie, donc qui viennent pour pallier à des difficultés pour les actes de la vie quotidienne, donc la préparation des repas, l'aide à la toilette, l'aide au déplacement. C'est nos bras et nos jambes pour toutes les tâches qu'on peut pas faire ou qu'on peut faire mais avec difficulté, où on a besoin d'un coup de main pour éviter de se fatiguer, de se mettre en danger. Et donc voilà, donc après c'est une entreprise qui emploie des salariés, qui les mettent à disposition des bénéficiaires. Et après, nous, en tant que clients de l'entreprise, on donne nos desiderata d'horaires d'intervention en fonction du planning qu'on souhaite avoir. Donc, tu nous as expliqué aussi un petit peu comment ça fonctionnait au sein du service prestataire, c'est-à-dire que tu as des référents de secteur et tu as ensuite les auxiliaires qui peuvent choisir les personnes si elles veulent intervenir ou non. Alors, tu as utilisé le terme d'appel d'offres. Moi, je trouvais ça très fort. Oui, donc en fonction des besoins du client, ils font une annonce auprès justement des aides à domicile qui sont dans l'entreprise, et par rapport au secteur géographique, par rapport aux horaires, il y a des auxiliaires de vie qui se positionnent, et après c'est une question de feeling entre l'auxiliaire de vie et le bénéficiaire pour savoir si ça match ou pas. T'as dit quelque chose, moi, qui m'a assez marqué, c'est que depuis, tu passes par un service prestataire et que t'as des auxiliaires de vie qui viennent à domicile. T'as dit que la spontanéité t'est mise à rude épreuve. Est-ce que tu peux revenir sur cette phrase? Le problème, donc, quand on a des auxiliaires de vie, c'est que souvent, pour eux, quand on est avec un service prestataire, on est dépendant d'un planning qui est fait là pour moi au mois. Donc du coup, ça restreint fortement tout ce qui est déplacement imprévu, parce que ça nécessite forcément une anticipation de tous les imprévus, pour prévenir en amont la société, pour éviter que l'intervenant vienne pour rien, parce que je suis pas là, ou parce que je vais arriver plus tard, etc. Et pour éviter d'avoir des facturations pour rien. Donc obligé de tout anticiper et de prévenir le moindre aléa. Donc ça manque franchement de spontanéité quand il faut, quoi. Et à côté de ce service prestataire, tu fais aussi appel à des aidants familiaux. Oui, effectivement. Donc là, depuis que je suis revenu dans l'Hérault, j'ai du coup ma mère qui est mon aidante familiale et qui pallie entre guillemets à toutes les autres tâches et à certains comblements en fait des aides à domicile qui m'amènent au travail, qui peut aller me faire quelques courses et pareil pour m'amener à tous les rendez-vous médicaux. Donc c'est mon chauffeur privé. Et pourquoi faire appel à ta maman en plus du service prestataire? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle fait que le service prestataire ne peut pas faire? Ou inversement d'ailleurs, comment ça se passe, le mélange des deux, on va dire? Après, il y a toute la dimension santé et autour, comme ma mère est une ancienne professionnelle de santé,
c'est elle avec moi qui gérons. Donc tous les déplacements, rendez-vous médicaux ou paramédicaux, que ce soit chez le kiné, à l'hôpital, etc. Donc là, ça évite d'appeler un VSL, d'y aller tout seul. Et puis elle me suit depuis une trentaine d'années, donc elle aime bien avoir quand même un œil sur la suite de l'évolution des choses médicalement. Et puis ça permet quand même de pas complètement couper les ponts avec la famille et pas uniquement de les voir une fois tous les 15 jours. Donc puis il y a des choses que je peux me permettre un peu plus avec ma mère qu'avec les auxiliaires de vie. C'est un peu plus délicat. Oui, on pourra en revenir avec Isabelle, où en effet on a pu dire que c'était plus facile de se dire les choses. Toi, ton côté, Isabelle, est-ce que tu peux un peu raconter le quotidien avec Anna et justement peut-être revenir sur cette déclaration que la parole est plus libérée peut-être? Oui, la parole est plus libérée certainement. Au départ du diagnostic d'Anna, évidemment, vous êtes maman, donc ça paraît normal d'aider son enfant. Et ce rôle-là d'aidant, vous le prenez pas en compte en fait. Vous y réfléchissez pas, c'est normal. C'est votre enfant, donc vous êtes là pour l'aider. Ça rentre en ligne de compte, le rôle d'aidant, c'est quand vous commencez à faire les dossiers MDPH. Là, vous commencez à comprendre ce que c'est qu'un proche aidant, un aidant, voilà. Toute la thématique qu'il y a autour de ça. Donc, moi, ça va faire 10 ans maintenant. Alors, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Entre Anna et moi, ça n'a pas toujours été facile. Parce que en étant maman et aidante, on confond les rôles. On sait plus à un moment donné. Des fois, parce que je suis sa secrétaire médicale, administrative. Je suis son soutien moral, son soutien psychologique. Effectivement, j'étais là aussi pour tous les rendez-vous médicaux. Anna a été suivie pendant 7 ans à Paris. C'était un peu un rat de laboratoire et donc on y allait 2 fois par an pour une dizaine de jours. C'était très compliqué. Moi, à chaque fois, j'étais détruite parce que on vous juge sur votre rôle. Vous faites des choses comme ci, vous faites des choses comme ça, mais faut pas. On sait plus à un moment donné. On sait plus prendre de la distance entre être maman, être aidante. Aujourd'hui, évidemment, ça va beaucoup mieux. Anna a grandi. Elle est beaucoup plus autonome, et puis du fait de l'acceptation du handicap, tout ça, il y a tout un processus qui fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus léger. Mais c'est vrai que je reste là. On vit ensemble en plus, donc évidemment, je fais pas intervenir des dents autres parce que moi ça me gonfle d'avoir quelqu'un chez moi et quelque part il y a que moi qui peux m'occuper de ma fille. C'est ce que je me dis en fait. Mais j'ai tort parce que j'ai eu des moments d'épuisement, des moments de ras-le-bol. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que j'arrive maintenant à prendre des vacances, à partir un peu, à la laisser, à lui faire confiance. Et elle aussi est handicapable. J'aime bien ce terme parce qu'au départ, c'était très compliqué pour Anna dans sa tête de se dire qu'elle était capable de faire les choses. Aujourd'hui, elle sait qu'elle est capable. Elle a fait. Je suis très fier d'elle. Voilà, je le dis, j'en profite. Et voilà. Mais c'est toujours compliqué quand on est maman et aidante de trouver la distance ou de savoir quand on est maman et quand il faut être aidante. Alors maintenant, je suis un petit peu plus en retrait. Je suis moins intrusive dans sa vie. Et du coup, c'est elle qui me sollicite, c'est elle qui me dit, là, j'ai besoin d'aide, là, j'y arrive pas, donne-moi un coup de main sur ce coup-là, voilà. Au départ, par exemple, petite anecdote, elle est modèle photo et, au départ, pour l'aider, je me suis dit, voilà, on va faire, le studio photo à la maison. Mais j'ai trouvé ça très chiant. Pénible, j'en avais partout, des
des lumières, des appareils photo, des photographes. J'ai trouvé ça gonflant. Je dis non, c'est plus possible. Moi, je peux pas faire ça chez moi. Donc, tu t'organises et elle s'est organisée finalement. Au départ, j'ai eu très peur. Je me suis dit, elle va lâcher l'affaire. Et finalement, non. Et finalement, voilà, ça y est, elle le fait toute seule. Elle arrive à trouver des aidants. Et puis, elle demande de l'aide aussi, ce qui n'était pas évident au départ. Et puis, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais je suis pas dans la démarche, peut-être. Puis c'était aussi, je lui ai fait comprendre que si un jour elle va me quitter, c'est sûr. Je l'espère, en tous les cas, qu'elle vivra toute seule un jour. Et là, elle sera obligée de faire face aux aidants. Mais ça me fait peur parce que bon, ce que dit Michael, s'adapter encore tout le temps à des personnes différentes qui font les choses comme ça et pas autrement, alors que voilà, ce sont des maladies spécifiques parfois et pour lesquelles il faut avoir de l'attention particulière ou effectivement, si ça rentre pas dans les cadres, ça peut être désagréable, hein, Michael. Très désagréable. Après moi, je peux aussi te parler de mon expérience parce que moi aussi, je fais appel à des auxiliaires de vie. Et en fait, pour moi, c'est une contrainte en plus. Mais en fait, c'est une contrainte avec laquelle je joue sur mon agenda et qui fait que je construis mon quotidien aussi autour de ça. Après, certes, j'ai pas un travail, j'ai pas tout ça, mais en fait, pour moi, les contraintes, c'est avec ça que tu joues pour créer ton quotidien. C'est juste que c'est une manière de vivre qu'on te montre pas, qu'on te dit pas que c'est possible. C'est possible aussi d'être épanoui. Et ce qu'on essaye de montrer là, Service People aussi, c'est que toutes ces méthodes, toutes ces vies, où on trouve chacun notre rôle, notre rythme. Là, tu as parlé des positions de toi et d'Anna, où petit à petit, chacune, vous avez trouvé votre place par rapport à l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus simple. Par contre, j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant, c'est que tu parlais des jugements, et notamment quand vous alliez à Paris et pour voir des médecins, où tu avais l'impression, est-ce que tu sentais... c'est pas que j'avais l'impression, tu jugeais le comportement que j'avais vis-à-vis par rapport à Anna, en fait. C'était ça. Et en fait, à ce moment-là, est-ce qu'il jugeait l'aidante ou la maman? Les deux. La maman et l'aidante. Voilà, en me disant que je m'étais pas cette distance, mais qu'à la fois, il fallait anticiper, prévoir, réfléchir à plein de choses pour pouvoir l'aider au maximum, et à la fois rester dans mon rôle de maman. Donc oui, c'était compliqué, c'était très compliqué à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait écho, Miguel? De faire du mal à faire la différence entre maman et aidant et avoir une distance, mais en même temps, il y a aussi une proximité qui fait, parce que c'est ta maman. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La frontière, elle est mince. Entre l'aidante et la mère. En plus, moi, comme je disais, c'est une ancienne professionnelle de santé, donc forcément, la proximité est encore plus proche. C'est comme je disais, il y a des choses que je demande à mes auxiliaires que je demande à ma mère que je demanderai pas à mes auxiliaires de vie. Le curseur est un petit peu bien plus proche avec ma mère qu'avec les auxiliaires de vie. On peut pas demander, pour moi, je peux pas tout demander à mes auxiliaires de vie. Pourquoi? Justement, on a parlé un peu de cette question de la posture. Quelle posture t'adoptes avec tes auxiliaires de vie et quelle posture tu adoptes avec ta maman, par exemple? J'ai eu des auxiliaires de vie, par exemple, avec qui, pareil, il y a la dimension du tutoiement, du vouvoiement, suivant l'auxiliaire de vie. Quand le feeling passe bien, le tutoiement me pose pas de problème. Avec d'autres auxiliaires de vie, j'avais eu beaucoup de mal à tutoyer et je préférais un vouvoiement.
Alors que forcément avec ma mère, là il y a plus de distance, donc et puis ça, le fait de mettre le vouvoiement avec les auxiliaires de vie, on se met un petit peu dans la posture employeur-employé, et ça permet de recadrer les choses en ne disant pas, en étant je suis, c'est moi qui décide les choses, et vous restez, alors certes l'employé de la société, mais qui m'est entre guillemets attribué, donc ça reste moi qui décide. Et des fois le tutoiement peut un peu briser cette hiérarchie-là, on va dire. Est-ce que aussi ce truc-là, tu l'as pas aussi avec ta mère, où elle croit savoir ce qui est bien pour toi, en même temps c'est ta maman, et est-ce que des fois il n'y a pas aussi des discussions à avoir à ce niveau-là? Je me gêne pas pour lui dire quand ça me plaît pas, quand il y a des choses que j'ai pas envie qu'elles soient faites comme ça, surtout si ça me concerne. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de lui dire franchement, ça non, ça je fais pas comme ça, non. Donc ça non, désolé. Je te vois sourire depuis tout à l'heure, Isabelle. Est-ce que tu Oui, peux moi j'ai rebondir? beaucoup été intrusif comme ça avec Anna. Aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux. Enfin, j'espère. Oui, je la laisse décider aujourd'hui. Je la laisse, mais bon, ça s'est pas fait en un jour. Il a fallu que je comprenne que justement, c'était peut-être ça la distance que je devais avoir. Entre le fait d'être aidante et le fait d'être maman, peut-être c'était ça, c'est de la laisser décider. Et j'ai mis énormément de temps à comprendre. À un moment donné, j'ai fait comme un burn-out. Je dis j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Voilà, je lui ai même dit, je lui ai dit tu me fous ma vie en l'air. Enfin, je lui ai dit des horreurs. Peut-être ça m'a fait du bien aussi aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un travail sur moi et maintenant je la laisse décider. C'est elle qui décide, c'est elle qui mène sa vie. Voilà, elle est grande maintenant, elle a moins besoin de moi. Alors bon, on vit ensemble, donc évidemment c'est moi qui fais les tâches ménagères, la bouffe, oui c'est sûr. Mais voilà, je la laisse décider pour sa propre vie. Voilà, elle rentre, elle sort, elle fait ce qu'elle veut. Elle m'appelle ou elle me sollicite quand elle a besoin de moi. Voilà. Ok. On a une question dans le public. Oui. J'ouvre le champ des questions pour rappeler que ce sont des conférences plus ou moins interactives quand l'animateur veut bien donner la parole. Non, je blague. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et de pas attendre la fin ou quoi, ou ne jamais les poser. Mais par rapport à cette question de l'intrusion, peut-être tu allais en parler un peu plus tard, Damien, enfin t'allais poser ce genre de questions. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué quand on a échangé avec l'une de nos invitées en grande dépendance, ayant des aidants H24, 7 jours sur 7, nuit et jour. Où quand on échangeait là-dessus, elle me disait mais j'ai hâte de voir l'heure arriver où les aidants seront des robots. Et quand elle m'a dit ça, à l'instant T, ça m'a beaucoup choquée parce qu'en plus je vois la relation qu'elle a avec ses aidantes qui sont voilà toutes très gentilles, mais justement toutes très gentilles, très intelligentes, où on a des échanges où rapidement en fait ça devient un trio et ça devient c'est plus un dialogue que j'ai avec ma copine, mais c'est un dialogue à trois que j'ai en fait aussi avec cette aidante. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que c'était la limite dans les échanges qu'elle a avec ses aidantes, et c'est là où elle voyait le truc de en fait à un moment donné c'est trop, elles sont trop là, et en fait elles sont tellement gentilles aussi, on a tellement une relation de confiance que la limite est dépassée, et elle a hâte de ce moment de limite robotisation où elle peut juste faire on-off sur les dents et juste dire là tu me sers à manger et c'est tout quoi, tu ne parles pas et tu ne crées pas la conversation entre moi et les proches avec qui je suis quoi. Donc voilà, quel est votre avis là-dessus? Moi, je comprends un petit. Alors, je comprends les deux parties. Alors, je dirais que
j'apprécie entre guillemets quand les auxiliaires de vie s'en vont, parce qu'après, je veux dire, je suis chez moi et je profite de ma soirée, je me couche quand je veux. Donc ils sont venus, ils m'ont aidé à la préparation des repas, ils m'ont aidé à prendre ma douche, etc. Donc merci pour leur mission. Mais après c'est ma soirée, c'est pas la leur. Donc j'apprécie aussi quand ils sont pas là. Et pareil le matin, quand je travaille pas, je me lève quand je veux, je sors du lit quand je veux. D'autres personnes, ils n'ont pas forcément le choix. Des fois, par exemple, si des personnes ont besoin de soins, des toilettes, etc., c'est les infirmières qui les sortent du lit à l'heure pas forcément qu'ils veulent. Pour avoir été hospitalisé un certain nombre de fois, quand vous êtes à l'hôpital et que les toilettes passent à 7h du matin, alors que vous aimeriez bien faire une grasse matinée jusqu'à 9h30, 10h, c'est pas ça. Donc c'est pour ça que j'apprécie mon indépendance et le fait que d'avoir besoin que ponctuellement d'aide humaine. Et toi, Isabelle, est-ce que tu accepterais qu'un robot soit chez toi plutôt qu'une tierce personne? Oui, tout à fait. Un robot, oui, on-off, comme dit la collègue. Ouais. Après, c'est quand même bien d'avoir des relations sociales avec autre chose qu'un robot, quoi. Le fait de pouvoir discuter d'autres choses et de pas se dire, c'est pas comme toutes les intelligences artificielles où si tu poses pas la bonne question, t'as pas la bonne réponse. Si tu voulais parler de complètement autre chose, c'est compliqué, quoi. Donc, et puis, des fois, quand on est en congé, c'est la seule personne qu'on voit de la journée. C'est quand même bien d'avoir une vraie conversation et pas juste cliquer à gauche, cliquer à droite, merci, au revoir, j'ai fini ma mission. Donc, oui, parce que comme d'expliquer aussi, malgré avec certains, ça peut être compliqué, tu mets la distance, le mouvement, tout ça, il y en a d'autres, au contraire, c'est enrichissant et ça reste des bons moments. Pas exceptionnels, mais ça reste des agréables moments. Oui, ça reste des bons moments où je veux dire, on peut plaisanter, on peut se chambrer, donc c'est alors qu'un robot, tu le chambres. L'humour, les robots, généralement, ils comprennent pas forcément. On a une autre question. Alors non, c'est pas une question, mais c'est un témoignage peut-être supplémentaire. Moi, je serais plutôt. Alors, je suis. Ça se voit pas à la radio, mais je suis en situation de handicap et de grande dépendance, donc je fais appel pour la grande partie de la journée d'aide humaine, et donc avec plusieurs intervenants. Selon plusieurs modalités, effectivement. Donc, on a parlé du prestataire ou de l'emploi direct, c'est-à-dire la possibilité aussi d'embaucher directement l'auxiliaire de vie, et donc on devient à ce moment-là employeur, ou alors l'aidant familial. Et donc j'ai cette expérience, et je dirais que sur la question du robot, j'en rêve aussi, parce que je pense qu'effectivement, on reste quand même si on fait appel à des salariés, on reste dans une relation aidant-aidé, que ce ne sont justement pas des robots, et donc on fait attention à eux, et on prend donc quelquefois des gants, et moi je rêve effectivement
parce que ce serait là aussi un vrai accès à l'autonomie, de pouvoir, reprendre l'exemple de tout à l'heure, fais-moi à manger, c'est tout. J'ai pas envie forcément de discuter, j'ai pas, voilà. Mais donc je pense que ça va arriver, hein, on sait bien que ça va arriver dans le futur, et ça sera certainement une aide complémentaire, mais ça sera pas la solution. Il y a moi-même qui ne suis pas en situation d'isolement, parce que ça c'est aussi une vraie problématique. Il y a des gens qui l'auxiliaire de vie, c'est le seul contact qu'ils vont avoir de la journée, hein, de la semaine. Donc là, évidemment, et puis il y a aussi ce besoin d'échange, etc., que je peux avoir par ailleurs. Mais donc voir le robot comme une complémentarité, ça serait génial. Et si vous voulez bien, je voulais revenir sur, il y a un lien, vous le verrez, sur la présentation que tu as faite sur justement comment ça se passait avec un prestataire. Alors je dirais que ta présentation est une présentation de l'idéal. Oui. Parce que la réalité, enfin c'est ta réalité, mais en tout cas on traverse une crise majeure de l'aide humaine, et qui met en danger, hein, vital, beaucoup de personnes dépendantes. Et cette crise majeure se traduit tout simplement par la difficulté d'avoir de l'aide, quelquefois pour des actes aussi essentiels que de manger, de se coucher, d'aller aux toilettes, d'être, pour ceux qui ont besoin d'assistance respiratoire, de trachéo, d'être aussi aspiré, etc. Et donc malheureusement, voilà, je milite dans une association qui connaît bien ces sujets de grande dépendance, et il y a des risques vitaux terribles, parce que des personnes restent toute leur nuit dans leur fauteuil roulant. D'autres sont contraints de mettre des protections parce qu'ils n'ont pas l'aide humaine pour leur permettre d'aller aux toilettes. Certains sautent des repas. Enfin, c'est notre réalité aussi, malheureusement. Et sans aller sans ces situations extrêmes, mais qui existent, voilà, lorsqu'on fait appel aux services d'aide humaine, prestataires ou peu importe, on subit les choses. C'est-à-dire qu'on peut rarement, tant mieux si ça arrive, mais on peut rarement faire un appel d'offres ou un casting et choisir qui va venir chez nous. La plupart du temps, voilà, le prestataire, l'entreprise va nous envoyer un auxiliaire de vie, plus ou moins formé, plus ou moins compétent, plus ou moins qui ne fait pas ce métier du tout par vocation, hein, c'est parce que c'est une possibilité effectivement de bosser, mais en tout cas il faisait il y a 15 jours un autre métier tout à fait différent. Ils font celui-ci pendant 3 mois et ils vont faire un autre 3 mois après. Donc c'est une vraie problématique aussi liée à la reconnaissance du métier, de la formation, de la rémunération. Je suis désolé, je suis peut-être un peu long dans mon intervention, mais en tout cas c'est des sujets voilà, qu'il faut prendre en compte. Et puis là aussi, avec les prestataires, la réalité c'est que quand on ne maîtrise pas qui va venir, c'est-à-dire que on peut être dans son lit et penser que c'est Gérard qui va venir, et c'est Colary ou Ginette qui arrive, et qu'on n'a jamais vu. Ou personne. Ou personne. Voilà, donc ça c'est une grande difficulté. Et pour finir, après c'est promis, je me tais, sur vous parlez de la relation d'aidant et d'aidant familial. Alors il y a effectivement quelque chose de particulier sur la relation d'aidant familial quand c'est un des parents. Il y a une autre situation qui est aussi complexe, je pense, et beaucoup d'aidants familiales sont les conjoints, et c'est un vrai sujet aussi, parce que maintenir une relation de couple, lorsqu'on y intègre cette relation d'aidant, d'aider, c'est un vrai sujet,
voilà, sur plein de volets, hein, mais la charge mentale, etc. Et puis de continuer à voir l'autre comme son conjoint et non pas comme la personne qui a besoin d'aide. Enfin, voilà. Et souvent les aidants familiales sont là pour, je dirais, on les utilise beaucoup comme un peu bouche-trou. C'est pas du tout joli comme mot, mais effectivement pour combler à ce manque de disponibilité, d'adaptation des prestataires ou de l'emploi direct d'ailleurs. Et du coup, ça a un impact fort dans la relation familiale, en tout cas. Et merci pour cette intervention et tous ces sujets que tu as amenés. Ça me fait penser à plein de choses qu'on a pu dire. Mais là, justement, la dernière chose dont tu as parlé, moi, ça me fait penser à ce que tu disais, Isabelle, c'est que maintenant tu délègues et que aussi il y a eu des évolutions. Anna qui change de matériel technique, qui passe du photo manuel au photo électrique, et aussi que Anna a des copains et que ça aussi on a commencé à en parler et où Anna a très gentiment intervenu durant la préparation en disant je veux qu'il reste mon mec. Est-ce que toi, tu as eu un moment où tu as senti ça aussi, où il y avait une confusion, encore une fois, entre ton rôle de maman et d'aidante? Et est-ce que toi, tu avais besoin aussi de rester maman? Oui, mais on est pris dans le tourbillon, en fait. Hein. C'est sûr que les premières années, en plus, c'était lourd. Pour moi, d'autant plus que j'étais toute seule, donc tous les rendez-vous médicaux, la réalité en fait de la maladie telle qu'elle est, toutes les peurs, toutes les angoisses. C'est sûr, il y a un avant-après diagnostic et évidemment, votre vie, elle change du tout au tout et évidemment que ça a impacté ma vie, mes relations sociales, mes relations personnelles, voilà, ça fait aussi un peu le vide autour de soi. Hein, voilà, il y a l'isolement. Alors j'ai 2 autres enfants qui ont eu des réactions complètement différentes. Donc j'ai mon plus grand-fils, lui, qui a été dans le déni de la maladie et qui voulait pas trop en parler et surtout pas s'en occuper. Voilà. Alors une année, il a dit bon, j'emmène Anna en vacances, voilà. Et au bout d'une semaine, il m'a dit plus jamais. Voilà. Donc c'était pas très cool. Et puis des mots forts comme le jour où tu seras plus là, compte pas sur moi pour être proche d'elle. Enfin bon, ça a été très 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 dur. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je pense que c'était sa façon à lui de dire les choses, mais très dur. Enfin, il voulait pas voir, il voulait pas savoir. Il a été très dur avec Anna. Enfin, c'était vraiment. Il a fallu même une espèce de rupture avec lui pour qu'il se rende compte. Après, j'ai une fille un peu plus âgée aussi qu'Anna et qui, elle, a toujours été présente et aidante. Donc, j'ai beaucoup délégué avec Charlène, ma plus grande fille, qui maintenant aussi est un proche aidante d'Anna. C'est-à-dire, si moi j'ai envie de partir en vacances une semaine, on l'a déjà fait d'ailleurs, et du coup, Charlène intervient comme une prestataire en fait, et Anna la rémunère en tant que aidante familiale, quoi, avec son allocation en fait. Donc même si Charlène veut pas, mais bon, elle se déplace, elle vient tous les jours, elle passe 2 heures, 3 heures avec Anna. Anna a droit à 3 heures d'aide humaine par jour. Mais bon, elle vient, Charlène, elle vient 1 heure, 2 heures tous les jours quand je suis pas là. Bon, maintenant, c'est vrai que quand elle a des petits copains, ça me soulage, j'avoue. On en a beaucoup discuté. Je discute aussi de ça avec elle, de façon à ne pas confondre les rôles, comme tu disais, dans le couple. Voilà, que ça soit pas un rôle d'aidant, d'aider. Enfin, voilà, il faut maintenir l'intimité du couple pour que ça dure en fait, parce que sinon, comme tu dis, il y a une confusion des genres, ça va plus quoi. C'est trop lourd à porter après.
Donc, je pense qu'Anna, elle progresse sur toutes ces questions-là. Enfin, elle a progressé sur toutes ces questions-là. Aujourd'hui, elle fait bien la différence et voilà. Et moi, j'aime bien quand elle a des petits copains. Elle part beaucoup en voyage. Donc, moi, je retrouve un peu une vie de célibataire d'une femme de 60 ans, 61, pardon. Et voilà, et je redécouvre un peu ma vie, puisque ça fait 10 ans que je suis en plein dedans, que ça s'allège depuis 1 an ou 2. Ça commence à aller mieux, mais moi, je dois redécouvrir un peu ma vie, parce que je m'en occupais plus, en fait. Je me suis pas occupé de moi au niveau santé. J'étais isolé socialement. J'avais plus d'amis. Voilà, je sortais plus. Et là, maintenant, ça revient. Voilà, ça va mieux. Merci. Par rapport à l'étang familial, Michael, tu disais que justement, c'était compliqué parce qu'ils étaient sur le fait accompli et qu'il n'y avait aucune formation. Ouais. Non, enfin on n'explique pas comment être aidant, comment aider pour la toilette, comment habiller une personne qui a une hémiplégie, etc. ou en fonction des rétractations de chacun, en fonction de la spasticité de chacun. Donc l'aidant familial, il fait un petit peu au feeling et en fonction de ce que la personne aidée lui dit. Fais pas comme ci, fais pas comme ça, là je peux pas, là. Et c'est comme ça, et on guide, quoi. Donc, ils apprennent sur le tas. Et contrairement aux auxiliaires de vie que tu as en prestation, c'est pas le cas, ou est-ce qu'il y a toujours une forme de on apprend sur le tas parce que tu as tes propres besoins qui n'est pas les mêmes besoins de la personne d'avant, qui n'est pas les mêmes besoins de la personne d'après? Alors le problème, c'est que les profils des aides à domicile sont très divers et il peut y avoir des étudiants qui peuvent être amenés à faire de l'aide à domicile. Donc un étudiant, si c'est pas un étudiant en médecine, si c'est pas un étudiant en kiné ou un étudiant infirmier aide-soignant, si c'est un étudiant en histoire géo, comment vous dire que pour faire un transfert, ça peut être compliqué, ou comment faire une toilette, ou comment si c'est la première fois, ou etc. Ça peut être compliqué pour l'intervenant et pour la personne aidée. Donc bon, pour avoir été de nombreuses fois cobaye entre guillemets des étudiants infirmiers, aides-soignants quand j'étais hospitalisé, j'ai l'habitude de guider, mais ça peut dérouter. Autant quand c'est son futur métier, on se dit c'est pas grave, il apprend et ça lui servira. Autant quand c'est quelqu'un dont le destin ne va strictement plus rien avoir avec ça, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là, et est-ce que tout va bien se passer? Pour l'instant, j'ai pas eu le cas. Actuellement, j'ai un étudiant en médecine qui est en 4e année. Donc bon, je me dis, à terme, des manipulations, ils vont en faire, des corps, ils vont en examiner. Donc il y a pas de souci. Donc je me dis, là ça va. Mais ceux qui sont vraiment pas du métier. Il y a ça, mais ça me fait penser à un truc aussi, c'est, tu dis que c'est un étudiant qui a vraiment des médecines jeune. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette complexité par rapport au corps de la personne, toi justement Isabelle qui a 60 ans, est-ce qu'il n'y a pas des manipulations qui aujourd'hui te semblent compliquées, ou au final même toi tu pourrais te mettre en danger quelque part? Ah oui, complètement. Complètement. En général, Anna, c'est un point mort. Hein, donc, si elle tombe, je galère, mais grave pour la relever. Mais grave. Hein. On se débrouille, mais on y arrive
on en rit toutes les deux, tout en hurlant, tout en aïe, aïe, au secours. Mais oui, on se met en danger. De toute façon, la santé physique, elle prend, enfin, ça prend une claque, hein, ça c'est clair. Hein. Moi, j'ai des problèmes de dos. Bon, j'en avais avant, mais ils se sont aggravés. Bon, oui, c'est compliqué. La santé, on la met un peu de côté, mais on n'a pas le choix en fait. Une fois, Anna, elle est restée dans la douche, assise à m'attendre. J'étais aux courses. Je lui ai dit, bah tu attends que je rentre, hein, t'attends, tu t'assieds et puis t'attends. Voilà. Donc voilà, on est obligé de faire comme ça. On est obligé. Bon, maintenant, on prend ça à la dérision, on en rit. Au départ, non, on n'en riait pas, mais maintenant, on en rit. Voilà. Ça, je pense que c'est le lot de beaucoup de personnes handicapées où il y a des situations sur le moment tu rigoles pas du tout Non. et puis après c'est une anecdote quoi. Voilà, c'est une On en fait un anecdote, sketch. mais oui, enfin voilà, c'est. Bon après, moi Anna c'est plus facile parce que, enfin c'est facile parce que c'est ma fille, donc entre nous il y a pas. Voilà, il y a pas de tabou, c'est pas pareil que d'avoir un aidant. C'est pas la même chose, quoi. Il y a aussi une complexité qui a été amenée par la précédente intervention, c'est des métiers pas reconnus, où tu le disais, Michael, beaucoup d'étudiants. Il y a aussi des gens qui font ça pas longtemps, il y a donc beaucoup de turnover, où ça change tout le temps. Est-ce que toi, justement, Michael, je pense que ça t'est arrivé, comment ça se passe à ce moment-là? Ça arrive que il y a des week-ends où j'ai des personnes différentes tous les week-ends, donc obligé de réexpliquer comment je fonctionne, ce qu'il faut faire, parce que souvent sur la fiche client les informations étaient pas marquées, donc ils savaient absolument pas pourquoi ils venaient. Ils venaient, mais ils savaient pas pourquoi. Donc il faut tout expliquer, faut expliquer où sont les choses, faut expliquer ce que j'ai besoin, faut expliquer quoi faire, comment faire. Donc systématiquement, bon là ça va maintenant, je tourne à deux auxiliaires de vie 80% du temps, mais le 20% du temps de la semaine, il faut que je réexplique systématiquement comment je fonctionne. Je fais la visite. J'ai l'impression de faire des visites d'appartements toutes les semaines. Alors voilà, là c'est là c'est là, là c'est là, et là je fais comme ça. La charge mentale, oui, on l'a. Il y a encore un autre sujet qui a été amené sur la dernière intervention, la question de la reconnaissance et de la rémunération. Donc on en a un petit peu parlé, qu'on a 3 modes différents pour avoir des aides. Donc soit mandataire, où on est nous-mêmes l'employeur, où là, il y a aussi d'autres complexités parce qu'on fait passer des entretiens d'embauche. C'est le fun, ça. Donc, il y a la forme sous prestataire, comme toi, Michael. Et il y a les dents familiales, comme toi, Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous dire la principale différence, notamment au niveau de la rémunération, entre ces deux modes? Le dédommagement des dents familiales, si je dis pas de bêtises, c'est 4,90 € de l'heure pour les dents familiales, ce qui est pas grand chose. Le prestataire, si j'ai bon souvenir, c'est 23 € de l'heure. Et le mandataire, Damien, tu pourrais peut-être... Je suis bien mandataire depuis 2-3 ans, donc je ne pourrais dire, mais en tout cas, on a quand même les rentrées, ce qui a une énorme différence. Et pour la simple raison que la personne qui t'aide est de ta famille. Et ce que je trouve encore plus fou, c'est qu'il faut le justifier. Faut le dire, faut envoyer une copie de ton livret de famille. Chaque mois, et je dois envoyer des attestations à la MDPH pour dire ma mère a fait tant d'heures ce mois-ci, et j'attends généralement 10-15 jours pour avoir le virement de la CAF pour son dédommagement des dents familiales. Donc faut pas être pressé. Donc je suis plus obligé d'attendre les factures du prestataire
pour ensuite envoyer la feuille d'attestation des heures d'aidant familial et encore attendre 10 jours pour avoir le virement et pouvoir indemniser ma mère. Donc ça va que elle le fait presque gracieusement, hein, pour 4 euros. Et donc oui, c'est une charge, clairement. Une charge administrative de plus. Donc il y a ça d'un côté, aussi on l'a un peu entendu de ta bouche, Isabelle, c'est que socialement parlant, on fait de la confusion entre aidant et maman, et on va dire que c'est normal que tu sois son aidante parce que tu es sa maman. Je vais essayer de retrouver ce que tu as dit exactement. Du fait que je sois sa maman, il y a moins de reconnaissance. Ah, complètement, ouais, complètement. Parce que Anna, il lui a été alloué 3 heures d'aide humaine par jour, alors que concrètement, non. Il fut un moment, c'était toute la journée qu'il fallait que je sois là pour Anna dans les moments les plus durs de l'acceptation de sa maladie et des problèmes liés médicaux liés à son handicap. Donc voilà, 3 heures et elle perçoit une allocation, et elle est censée me rémunérer avec cette allocation-là, en fait. Voilà. Mais elle n'a droit qu'à 3 heures. Et du fait que je sois sa maman, en fait, ils ont considéré qu'elle avait besoin que 3 heures. Voilà. Du fait que je sois reconnue comme aidante familiale auprès de la MDPH, en fait. Et du coup, elle perçoit une allocation du département. Alors, il y a différents modes de... Oui, à chaque fois, en fait, l'argent, elle est perçue grâce à la PCH, prestation de compensation handicap, dont on fait la demande à la MDPH, maison départementale des personnes handicapées. Soyez prêts pour les acronymes. Et ensuite, en effet, suivant les modes d'auxiliaire de vie qu'on engage, on va avoir plus ou moins d'argent et qui vont provenir de la maison de l'autonomie ou du conseil départemental. Tout à fait. Nous avons une question. Enfin, pas vraiment une question, mais pareil, une interrogation. En fait, pour revenir sur cette même amie avec en grande dépendance et avec un besoin d'aide H24, elle se posait la question de savoir si elle pouvait se marier parce que il y a eu ça qui a été proposé, quoi. Et voilà. Et en fait, la vraie question qu'elle se posait derrière ça, donc c'était de savoir, en fait, elle se rend compte de l'espèce de chance qu'elle a d'avoir une aide H24, même s'il y a un réel besoin dans son cas. Mais en tout cas, elle se rend compte aussi que c'est une chance et que dans d'autres contextes ou situations, elle l'aurait peut-être pas eu. Et là, il y avait vraiment la peur de se dire, est-ce que si je me marie, demain, on peut pas me sucrer ou en tout cas me retirer une partie de ces aides-là parce que on considère que le futur mari pourra venir en aide en tant qu'aidant familial, quoi, éventuellement. Ça, c'était une appréhension juridiquement, légalement. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il n'y a pas tant il y a pas un texte précis qui dit oui ou non, évidemment. Mais voilà, l'appréhension est légitime, quoi. Il n'y a pas de texte, mais le problème, c'est qu'on est obligé de refaire régulièrement, plus ou moins, de notre dossier MDPH pour justement demander de l'aide humaine. Et les notifications peuvent, donc du nombre d'heures mensuelles ou journaliers, peuvent être revues à la hausse ou à la baisse.
Et après, les critères, des fois, on les comprend pas toujours. Et des fois, notre état est stable. Il nous sucre 1 ou 2 heures. On comprend pas pourquoi. La situation est exactement la même. Donc, c'est ça le problème. Donc, En plus de ce flou artistique au niveau légal, il y a aussi une différence entre chaque département. Chaque département va pas percevoir de la même manière notre situation. Il y a aussi le côté humain et interprétation, la situation qui rentre en jeu. Et si jamais un jour on déménage, ce qui a été ton cas, Michael, donc tu peux en parler. Le délai de traitement aussi des demandes, qui est assez extensible suivant les départements. Et oui, avec des charges à n'en plus finir. Moi, par exemple, quand j'avais des droits dans le Val-de-Marne, et au moment de déménager, donc j'ai envoyé une demande auprès de la MDPH pour qu'ils transfèrent mon dossier. Ils m'ont bien accusé réception. En plus, j'ai obligé de l'envoyer en accusé réception, etc. Donc, ils ont bien transféré le dossier, mais le problème, c'est qu'il faut aussi faire la demande de transfert auprès du département qui est le service payeur. Parce que sinon, vous pouvez pas être payé des services. Donc là, au moment où j'ai dû repasser en service prestataire, le département m'a dit mais non, c'est toujours dans le Val-de-Marne pour nous, alors que ça faisait 2 ans que j'étais redescendu. Donc j'ai dû attendre, envoyer un courrier au département du Val-de-Marne pour qu'ils me répondent 1 mois plus tard, pour qu'ensuite, du coup, le transfert se fasse purement informatiquement. C'est juste une touche à appuyer. Oui, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend sur le fait d'accomplir. Sur le tas. Et sur le tas, et que cette complexité aussi, malheureusement, on est obligé d'avoir la solution la plus simple, la plus rapide, les aidants familiaux. Ça. Donc c'est là on voit que le cercle, c'est un cercle vicieux en fait quoi, où si on veut avoir de l'aide rapidement, simplement, on est obligé de faire appel à famille qui est très mal payée. Bon ça. Chouette. On va essayer de finir sur une note un peu plus positive. Et il y a une intervention qui est positive ou négative. Je vais vous laisser en juger. Alors, c'est difficile, effectivement. On voit bien que le parcours est quand même compliqué. Donc, une note positive, il y en a certainement. Enfin, si, on peut dire quand même que malgré toutes ces difficultés, que ce dispositif, ce soir. Ce dispositif qui nous permet d'avoir ce nombre d'heures d'aide humaine, même si c'est insuffisant. C'est grâce à la loi 2005 qui a marqué considérablement, qui a changé la vie de beaucoup de personnes, puisqu'avant il y avait tout simplement pas de prestation de compensation de handicap sur l'aide humaine. Et il y avait que des forfaits, qui ne couvraient absolument pas le besoin. Donc oui, la note positive, c'est ça a changé pour un certain nombre d'entre nous la vie. Parce que cette aide humaine permet effectivement de se maintenir en activité professionnelle, de se laver, de se lever, voilà. Donc ça c'est pour la note positive, mais je crois pouvoir répondre quand même à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je dois est-ce que mon mariage pourrait avoir un impact sur l'attribution de nombre d'heures d'aide humaine. Même chose pour le fait que ce soit un aidant familial. Tout ça est attribué, la prestation de compensation de handicap, sur une base réglementaire. Il y a une loi quand même, il y a des conditions très particulières. Le principe, c'est qu'on répond aux besoins. Et sur certains nombres de besoins, notamment les actes de la vie quotidienne, les a vécus, donc c'est se laver, etc. Et on ne doit pas tenir compte à ce stade, lorsque la MDPH évalue le besoin, on ne doit pas tenir compte de qui va rendre cette aide-là.
Ça, normalement, c'est le bénéficiaire qui va décider de faire sa répartition comme il l'entend. Mais et donc, normalement, encore une fois, la MDPH ne doit pas du tout tenir compte si c'est le mari, la femme, la maman, le papa, le frère ou la sœur qui vont aider. C'est qu'elle doit se baser sur le besoin de la personne, encore une fois, sur les actes qui sont éligibles, hein, parce que tout n'est pas éligible. Et à titre d'information, par exemple, la toilette, quelqu'un qui a besoin d'une aide totale pour la toilette, c'est 50 minutes. C'est pas selon Alors, si on a besoin de moins, évidemment, on va nous attribuer moins, mais pour quelqu'un qui a besoin d'une aide totale, c'est-à-dire qu'il ne peut absolument pas réaliser, c'est une calculette, hein, c'est 50 minutes. L'habillage, je vais dire une bêtise, c'est 10 minutes. Alors, le minutage a disparu du nouveau guide. Ils l'ont supprimé. Écoute, mais j'ai mais en bien tout cas, vu tout ça est très... c'est cadré. C'est hyper cadré. C'est super si cette calculette a disparu, mais ils doivent s'en servir. Mais ouais, je crois que quand même, en tout cas, l'attribution de temps est très réglementée, et donc effectivement, c'est aussi une donnée importante, c'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure. Là, dans le cas de ta fille, il y a eu 3 heures qui a été attribuées, et pour autant, ça correspond pas forcément à son besoin dans la réalité, dans la vie de tous les jours, de son besoin qui va au-delà. Mais là, c'est ce qui a été attribué, et il faut faire avec. D'où l'importance aussi, alors, même si c'est pas une émission qui est forcément destinée qu'aux personnes handicapées, mais de faire valoir ses droits, et notamment lorsqu'on passe en commission qui va statuer sur le nombre d'heures, c'est si possible de demander à être présent, reçu, parce que ça change quand même totalement les choses lorsqu'on traite un dossier papier, hein, même s'il est présenté, un témoignage. Voilà. Donc ça, c'est peut qu'inciter tous les gens concernés qui font un dossier MDPH de faire cette démarche qui n'est pas une démarche facile, effectivement, de passer en commission pour défendre leurs droits, puisque c'est bien d'un droit dont il s'agit. Encore faut-il qu'ils nous préviennent quand est la commission. Tout à fait. La réglementation oblige qu'on soit prévenu, mais là aussi, tu as tout à fait raison. Des fois, on n'est même pas prévenu, alors qu'on l'a mis noir sur blanc sur notre projet de vie. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Moi, je voulais finir sur un sujet dont on a un peu discuté en préparation, qui revient un peu sur ce qu'on disait en début de conférence, et notamment que tu disais, Michael, par rapport à la prestation, que c'était par défaut, c'était une obligation, puisque tes besoins avaient changé, donc tu as dû t'y adapter. Et malgré que ça soit par défaut, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à le voir sur une vision positive, en fait, et est-ce que ça t'apporte pas aussi une forme de soulagement ? Si, clairement, rien que physiquement, c'est un soulagement. Si je devais tout faire moi tout seul, ce serait épuisant, et je sais même pas si je pourrais ensuite tenir un boulot à temps plein, chose que je peux faire maintenant. Donc clairement, je sais même pas si j'arriverai à bosser à temps plein. Donc oui, là, l'aide humaine, ça s'est imposé, mais du coup, ça me soulage pour faire autre chose. Pour aller un petit peu plus loin sur cette question, moi, je me pose beaucoup la question de l'autonomie versus la dépendance, où là, le fait de faire appel à des auxiliaires de vie ou des aidants familiaux, on est en situation d'hyperdépendance ou dépendance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'autonomie qui peut être trouvée par ce biais-là ? C'est une question, on va dire, ouverte que je pose à tout le monde. Moi, je dirais que le fait d'être aidé sur des tâches de la vie quotidienne, ça me libère de l'énergie pour que je puisse faire autre chose à côté. Donc, cette aide liée à la dépendance me donne plus de liberté. Ça peut être contradictoire, dit comme ça, mais c'est
ça me libère de l'énergie, du temps, ça m'enlève un poids, pour ensuite que j'ai de l'énergie pour faire autre chose, sortir à droite à gauche et voir autre chose que mon appartement et mon boulot. Et toi, de ton côté, Isabelle, même si des fois tu te sentais intrusive, etc., est-ce que aussi t'as pas eu l'impression des fois d'être, entre guillemets, le super-héros qui permet aussi de redonner l'autonomie et cette énergie dont parlait Michael? Super-héros, non. Mais oui, ça a donné de l'autonomie à Anna, ça c'est sûr. C'est sûr. Enfin, je pense que c'est complémentaire un peu. C'est peut-être complémentaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le fait qu'elle soit aidée, que voilà, elle est pour ma part, c'est plus du soutien en fait. Enfin, je le considère comme ça. Je devrais pas des fois, mais c'est du soutien. Voilà. Ça l'aide dans la démarche de sa vie, de sa construction de vie, oui. Mais je sais pas si c'est vraiment à nous de répondre à ça, c'est plutôt aux personnes concernées. J'avais bugué sur cette question. Mais ce que vous disiez aussi, c'est qu'on ne peut pas être dépendant sur tout, on ne peut pas être autonome sur tout. C'est comme tu dis, un équilibre, un fin mélange à trouver, et c'est un mélange différent pour tout le monde. Et même les personnes valides, finalement, on ne peut pas être dépendant sur tout parce qu'on ne peut pas tout savoir et savoir tout faire tout le temps, à tout moment. Il y a aussi des fois, on a besoin d'aide de tout un chacun et où la solution, elle est peut-être aussi là dans la solidarité. Et pour revenir aussi à la question d'autonomie, moi, j'ai envie de citer... une nouvelle qui est sur le recueil de nouvelles de Zig Blanquer. On mettra la référence en description. Et d'une personne très dépendante et qui a écrit justement sur le fait que ça soit jamais sa main qui réalise les gestes mais les autres. Et à un moment, il dit « Les gestes ne sont jamais de moi. En revanche, les actes le sont toujours. » Et je pense que c'est la différence qui change tout. C'est quand on lâche prise et qu'on fait plus le choix de nos actes, c'est là où ça devient très compliqué. Et j'avais envie de finir cette conférence là-dessus. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à cette conférence. Merci à mes invités d'avoir répondu présents et présentes. Merci Damien. Merci. On se retrouve le mois prochain pour la dernière conférence 2024 déjà, qui se passera cette fois-ci au Carrousel. Et la thématique sera sur les douleurs chroniques. Ça sera toujours à 18h. Au plaisir de vous y retrouver. Et n'hésitez pas à aller écouter tous nos épisodes sur les chaînes podcast et sur YouTube. Bonne soirée à tous et merci. Dear. Valide. People. Valide. People.